Ce soir, c'est Joël Sakharovitch, à ma droite, qui est un ami, mais surtout professeur à l'Université Paris-Descartes, où il enseigne l'histoire des sciences et l'histoire des techniques. Et il est également enseignant à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, où il dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle Géométrie, structure et architecture, et où il est enseignant de géométrie de l'espace et d'histoire de la construction. Voilà, c'est tout. Donc, je pense qu'on laisse la place au conférencier. Je ne sais pas s'il est opportun d'attendre encore une minute ou non, pour voir si j'en ai d'autres gens. Je vais faire. Oui. Bon, Ok, je ferme les portes et puis on commence. Et on baisse peut-être l'éclairage un peu. Bon, ben d'abord, je vous remercie et je remercie Mathéo pour cette invitation à Strasbourg, où je suis venu il y a très longtemps déjà, dans le cadre d'ailleurs je fais une brève intervention dans le cadre d'un cours de géométrie de l'espace avec Jean Houbert. C'était une intervention groupée qu'on avait faite ensemble il y a, je pense, une quinzaine d'années déjà. Bon, donc cette conférence s'intitule Histoire de la stéréotomie, et donc j'ai pensé que c'était peut-être pas inutile de commencer par dire un peu ce qu'était la stéréotomie, parce que peut-être ce n'est pas quelque chose qui est familier à tout le monde, en tout cas pas aux jeunes, aux étudiants qui ne seraient pas nés, qui seraient nés après le XVIIIe siècle, mettons. Donc la meilleure définition de la stéréotomie, je trouve, c'est celle qu'en donne Claude Perrault. Et vous l'avez là sous les yeux, la stéréotomie, l'art de se servir de la pesanteur de la pierre contre elle-même et de la faire soutenir en l'air par le même poids qui la fait tomber. C'est une très belle définition et qui dit assez bien ce dont il est question. Donc, c'est l'autre terme possible, c'est l'architecture clavée savante. C'est donc une technique constructive qui utilise fondamentalement la pierre, qui utilise la pierre de façon... Donc la pierre est un matériau de construction extrêmement ancien et utilisé depuis la haute antiquité, comme vous le savez, mais il s'agit d'une utilisation particulière et spécifique de la pierre, en donnant aux pierres, justement, aux pierres qu'on assemble et qu'on place ensemble, des formes particulières en forme de coin. C'est-à-dire que quand on met des pierres de forme parallélépipédique les unes sur les autres pour construire un mur, voire pour construire une pyramide, c'est bien de la construction en pierre dont il s'agit, mais ce n'est pas de la stéréotomie ou de l'architecture clavée savante. Dans le terme architecture clavée savante, vous entendez le mot claveau, qui est équivalent, le mot claveau, le mot voussoir, tout ça, ça désigne ces pierres, mais des pierres qui ont une forme globalement de coin, en tout cas qui ont certaines faces, au moins ne sont pas parallèles entre elles. Et donc il y a cette idée que si on découpe bien les pierres, enfin plutôt le principe même de la stéréotomie vient du fait que si on s'y prend habilement pour découper chaque pierre, à ce moment-là on peut faire un assemblage, et dans cet assemblage on peut obtenir, comme je vais essayer de vous le montrer à travers quelques exemples, absolument toutes les formes que l'on veut. Donc vous avez là, je l'ai mis sur le fond de l'hôtel de ville d'Arles, qui est considéré par Pérouse de Monclos comme le chef-d'œuvre de l'architecture clavée savante. Donc je me suis dit autant partir directement par le chef-d'œuvre. Je vous montre quelques photos sans suivre justement un ordre chronologique. Et donc Perrault ajoute, là, c'est ce qu'il y a de plus fin et de plus artiste dans l'architecture. Et c'est vrai que grosso modo entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la stéréotomie, c'est le high-tech de l'architecture. C'est la technique la plus aboutie, la plus compliquée, et celle qui offre ou qui permet de réaliser des objets architecturaux les plus sophistiqués. Donc avant, disons qu'on arrive à la construction en béton, avant l'apparition du fer ou du béton. Donc voilà plus en détail cette voûte, qui est, je trouve, un bon exemple de la définition de l'architecture, le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. Un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui fonctionne bien. Donc cette salle d'hôtel de ville, vous avez
ici le plan, il s'agissait de la commande, si je puis dire, la demande de la ville d'Arles était de construire un vestibule d'entrée qui faisait à peu près 15 mètres sur 15, et ils voulaient comme pouvoir s'en servir comme salle de réunion, et donc la demande était qu'il n'y ait pas de pilier intermédiaire. Et donc la proposition est une proposition d'Ardouin-Mansart qui construit, au moins, qui explique comment construire cette voûte. Il est à ce moment-là très jeune, il a à peu près 25 ans. Il passe non loin de Arles et il est consulté. En fait, il apparaît comme architecte consultant sur cette entreprise. Et là, vous avez le plan du vestibule, enfin au moins avec la projection des lignes de joint de cette voûte, et vous voyez ou vous comprenez à peu près. C'est une espèce de florilège de tout le savoir-faire de la stéréotomie, de la stéréotomie française de l'époque, d'où l'expression de Pérouse de Monclos, c'est-à-dire qu'il y a des pénétrations de berceaux, il y a des arrière-voussures, il y a des arrière-voussures jumelées, enfin, il y a comme ça différentes formes, faces de la stéréotomie qui était classique. Un autre exemple de plus ancien d'ailleurs, d'objet qui a toujours été considéré comme un objet extrêmement difficile à réaliser et qui était extrêmement valorisé et qui sera valorisé dans toute la littérature technique, c'est la vis de Saint-Gilles en pierre, encore une fois. Il s'agit donc de construire ce qu'on appelle un berceau rampant hélicoïdal, c'est-à-dire, enfin, vous voyez bien, c'est la sous-face d'escalier, donc cette sous-face d'escalier d'un escalier hélicoïdal. Donc la sous-face de l'escalier est elle-même hélicoïdale. Vous avez ici un dessin, une planche de rondelet. Ces premiers escaliers de ce type-là, appareillés, encore une fois, ça existe maçonné, mais appareillés, apparaissent pour la première fois à Saint-Gilles et du coup dans l'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard. Et du coup, l'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard donne son nom à ce type d'escalier. Donc vous avez, c'est actuellement en ruine. C'est des escaliers qui sont, en tout cas au Moyen-Âge ou au début de la Renaissance, en général assez étroits et difficiles à photographier pour cette raison. C'est pour ça qu'on s'en rend mieux compte sur le dessin de Rondelet que sur la photographie elle-même. Et en plus, à Saint-Gilles-du-Gard, il a été construit, ce chef-d'œuvre stéréotomique a été construit juste pour personne, pour nobody, parce que c'était juste pour le moine là, qui allait sonner les cloches, donc qui prenait cet escalier. Donc c'était pas du tout quelque chose de mis en valeur, mais vous comprenez que chaque pierre, pour tailler chaque pierre, comme c'est montré par Rondelet, a cette forme hélicoïdale, et bon, toutes les pierres sur un rang sont identiques. Donc une fois qu'on sait en faire une, on sait les faire toutes. Par contre, elles sont différentes par rang. Et comme elles sont tordues dans tous les sens, ce ne sont rien que des surfaces gauches. Naturellement, c'est pour ça que c'est relativement difficile à tracer d'abord, à tailler ensuite. Et vous avez donc d'autres exemples. Donc un très bel exemple de Perrault, c'est l'escalier de l'Observatoire de Paris, donc qui est construit par Perrault. Et Perrault fait une demi-voûte, c'est une demi-vis de Saint-Gilles, ou une vis de Saint-Gilles ajourée, c'est-à-dire que le noyau est creux. C'est aussi à la fois un exploit technique et un très, très bel exemple de vis de Saint-Gilles appareillée. Les derniers exemples que je donne, ces exemples de réalisation stéréotomique, donc vous voyez ici deux exemples 16e, ce sont les trompes, et donc qui sont ces parties qui viennent supporter une partie de l'édicule qui est en porte-à-faux. Donc c'est des trompes qui peuvent être sous tour ronde ou sous tour carré, selon la situation, et qui là aussi étaient particulièrement prisées, disons, au moment de la Renaissance. Et là, c'est l'exemple de la trompe, d'une trompe, en tout cas de la seule qui nous reste, de Philibert Delorme, début 16e aussi, où Philibert Delorme dit « Voilà la première fois que j'ai inventé ». Pourquoi il a inventé là? Je reviendrai sur Philibert Delorme dans un instant, parce que ce qu'on faisait avant lui, c'était des trompes dont les naissances, vous voyez, sont horizontales. Et pour la première fois, lui, il reprend ce savoir de tailleur de pierre qu'il connaît très bien. Il est fils d'entrepreneur et il se dit bon voilà, je peux modifier. Voilà ce que je peux modifier. Et en particulier, je peux tracer cette même trompe. Je peux en faire une avec une naissance qui ne soit une naissance. C'est la ligne qui est ici. La naissance de la trompe. Cette ligne-là n'a pas besoin d'être horizontale et finalement ça marche bien à la fois statiquement et géométriquement. Finalement, c'est une modification du dessin à faire, mais ce n'est pas infaisable.
puis un dernier exemple de trompe qui était célèbre, qui était une trompe à Lyon, qui a été construite par Girard Desargues, qui est un des personnages qui m'est cher. Il était à la fois mathématicien, d'ailleurs il est resté célèbre pour son œuvre mathématique, mais il était aussi accessoirement architecte. Et en particulier, il a été auteur d'un petit fascicule de coupe des pierres. Donc son œuvre mathématique, elle est fondamentale dans l'histoire des mathématiques. Il apparaît comme le père de ce qu'on appelle la géométrie projective. Donc c'est en fait pour la première fois on va théoriser la géométrie sous-jacente à la perspective. Mais il a exercé aussi comme ingénieur à son époque et comme architecte. Et justement, il s'est intéressé à la coupe des pierres et il a fait cette trompe qui était, qu'il faut relire avec les yeux des gens de l'époque, parce que maintenant on construit une dalle de 100 mètres à 100 mètres de hauteur, tout le monde trouve ça naturel, mais à l'époque c'était un exploit technique que d'arriver à avoir un porte-à-faux de cette dimension-là. Encore une fois, les techniques ne sont pas les mêmes, et ça c'est une possibilité qui est offerte par la stéréotomie. Alors, ce qui m'intéresse principalement dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, mais dans cette histoire, mais c'est surtout la liaison entre cette technique constructive, ces pierres, et l'étape préliminaire qui est le dessin. Parce que dès que la situation devient un peu compliquée, et vous voyez qu'avec ces voûtes, on a des situations, des surfaces et des volumes qui sont relativement compliqués, et bien naturellement, on est obligé de dessiner avant de construire. Ce qui en fait n'est pas, et pendant longtemps dans l'histoire de l'architecture, n'est pas le cadre courant. On a beaucoup construit avant de dessiner, et l'idée qu'il fallait dessiner avant de construire est une idée relativement récente, c'est-à-dire qui apparaît vraiment au moment de la Renaissance. Jusqu'à la Renaissance, et d'ailleurs même encore après, on construit d'abord et on dessine éventuellement, si on a besoin. Mais quand on est dans cette situation-là, dans ces situations de coupe des pierres, à ce moment-là, on est dans une situation technique où le dessin liminaire, le dessin préalable est incontournable. Et donc tout se joue dans le dessin qui va permettre la construction. Et c'est parce que parce qu'on est dans cette situation incontournable que bien sûr le dessin et les modes de représentation de l'espace vont s'affiner, vont se perfectionner, et qu'on va arriver à des techniques graphiques qui évoluent d'abord et qui sont aussi performantes que l'est la technique constructive en elle-même, ou plus exactement, qui font partie intégrante de la technique constructive. C'est pour ça que l'épure d'appareilleur est aussi importante, est incontournable, disons, pour la construction, et l'épure elle-même est aussi difficile à comprendre que l'est la réalisation. Alors là, vous avez sous les yeux, donc, excusez-moi, je reprends, donc, les planches du fascicule de taille de pierre de Girard Desargues. Ça, c'est la planche d'introduction. Je vous ai remis à côté une petite axonométrie qui vient d'un ouvrage d'Abraham Boss, où Abraham Boss explicite un peu le traité de Desargues, où il explique la situation dans laquelle on est. Donc il s'agit de ce qu'on appelle une porte biaise rampante, c'est-à-dire vous avez une voûte qui est de traviole de tous les côtés. Pour résumer, elle descend, elle est en pente, comme une descente de cave, elle descend, et puis elle est biaise, c'est-à-dire qu'on n'est pas perpendiculaire à la façade dans laquelle on va déboucher, elle est de traviole aussi. Et puis en fait, dans la situation de Desargues, on est même plus général, on a une situation plus générale que celle qui est exprimée par le dessin de Boss, c'est-à-dire que le mur n'est pas forcément vertical. Bon, voilà, donc du coup le problème c'est de tailler les pierres qui sont ici, les pierres qui se forment en arc. Et vous voyez que ce cas, Philibert Delorme dira, c'est un grand rompement de tête qui est à les excogiter. Et c'est assez vrai d'ailleurs, si vous lisez le traité des arts. Et donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que du coup c'est assez long, c'est un peu compliqué. Donc voilà les dessins qui vont être proposés. Là c'est les dessins de Desargues. Il s'agit, grosso modo, le nœud du problème quand on veut tracer une voûte comme ça, c'est de savoir comment on passe de la section droite, c'est-à-dire vous imaginez que vous avez la section droite de la voûte qui est ici. Donc comment, si je me donne la section droite, qu'est-ce que ça va me donner comme type de voussoir de pierre en façade, ou inversement d'ailleurs, parce que la situation de Desargues est extrêmement générale. Il dit, alors vous prenez ce que vous voulez en façade,
en particulier si vous voulez que sur votre façade vous ayez un arc de cercle, un plein cintre, prenez un plein cintre en façade, et à ce moment-là on a besoin pour tailler de savoir ce que ça va donner dans la section droite du cylindre, c'est-à-dire si on coupe le cylindre perpendiculairement à son axe. Et donc c'est ça le tracé que donne Desargues. Et c'est d'ailleurs à cause de Desargues, ou grâce, je ne sais pas comment il faut dire, que je suis tombé dans la marmite stéréotomique, parce que personnellement, ce n'était pas mon destin a priori. Donc, si je vous dis en 2 mots ma vie, pourquoi je me suis intéressé à ça, c'est parce que j'ai été contacté par les Compagnons du Devoir, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir, qui était dans un vaste projet, d'éditer un certain nombre de traités de taille de pierre anciens, et ils voulaient savoir d'abord si ces traités anciens étaient exacts d'un point de vue géométrique. C'était leur premier problème. Donc moi, j'enseignais la géométrie à l'école d'architecture. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher par l'intermédiaire de René Taton. Et c'était leur premier problème. Et leur deuxième problème, c'était précisément le traité de Desargues qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Donc ils m'ont contacté pour ça et pour regarder le traité de Desargues. Donc en fait, moi, c'est ce traité-là, le premier traité que j'ai étudié. Et je l'ai étudié avec eux. Donc je travaillais en fait avec les tailleurs de pierre, et c'était effectivement extrêmement intéressant à la fois de voir eux comment ils abordaient les problèmes, et puis moi je ne connaissais pas, bien sûr, il y a quelques compétences en géométrie, mais je ne connaissais pas du tout les techniques de taille. Et on comprend bien que dans tous ces traités techniques, naturellement, la mise en œuvre est aussi importante que le problème géométrique sous-jacent. Donc il faut, avant de comprendre les tracés géométriques, savoir ce que l'on attend, si vous voulez, d'un traité de coupe des pierres, et quel est le problème technique qui est derrière, pour pouvoir ensuite tracer le traité de taille de pierre. Donc ce que l'on cherche, c'est... Je vous le montre ici. Ce qu'il faut, c'est donner la taille de chaque panneau, c'est-à-dire de chacune des facettes des pierres. Et donc c'est ça qui c'est fait ici par Desargues. Vous voyez, ça c'est l'esquisse d'un début d'un des panneaux. Donc il explique la méthode pour trouver les panneaux de chacun des voussoirs, c'est-à-dire la vraie grandeur de chacune des faces. Alors il y a d'autres traités, ce sont d'autres traités qui sont exactement contemporains à celui de Desargues. Celui de Deran que vous avez ici sur la gauche, vous voyez, on voit beaucoup mieux ce qu'il fait, il est beaucoup plus lisible à lire, beaucoup plus facile à lire. D'ailleurs, il est beaucoup plus proche d'une épure de géométrie descriptive de nos jours. D'ailleurs, c'est pratiquement ce dessin-là qui sera repris ensuite par Monge. Donc là, on voit la vraie grandeur des panneaux, on comprend à peu près le même cas, la voûte, la descente biais. En général, ça rachète un berceau, c'est-à-dire qu'à l'arrière, ça débouche dans une cave qui est elle-même bombée, donc c'est ça qu'on voit à l'arrière. Et ça, c'est un autre traité. Donc, encore une fois, ça représente la même chose. Donc, vous voyez que c'est de la même époque. Donc, vous voyez qu'on a différentes façons de représenter ou de définir cet objet par un tailleur de pierre. Plutôt, Deran était un architecte, Mathurin Jousse est plutôt un appareilleur, qui donne une technique qui est difficile à lire peut-être, en tout cas pour nous, mais qui est non moins exact d'un point de vue géométrique. Donc le problème, c'est ça qu'on voit très très bien apparaître à travers ces traités de taille de pierre et c'est cette situation relativement spécifique de la stéréotomie. On retrouve dans une certaine mesure, disons, en charpenterie, mais les traités de charpenterie sont sont postérieurs. C'est le problème fondamental, c'est que je suis dans une situation où j'ai besoin d'un dessin qui me permette de passer de l'espace au plan et du plan à l'espace. Je veux construire un certain objet, je décompose. Je suis dans dans une situation aussi de composition-décomposition. J'ai un volume complexe. Je le décompose en objets de relative faible dimension, qui sont chacune des pierres que je dois assembler. Et chacune de ces pierres doit avoir sa forme propre, qui est commandée par l'ensemble, qui est commandée par la forme que je vais avoir à la fin, et qui est commandée aussi par les pierres qui sont mitoyennes avec cette pierre-là. Alors après cette histoire, elle évolue, disons,
enfin, disons ça, c'est la situation globale de la stéréotomie, mais après, il y a, si vous voulez, 3 histoires imbriquées. Il y a une première histoire qui est l'histoire de la technique constructive elle-même, dont Philibert Delorme est, me semble-t-il, le porteur, le premier théoricien. Il y a une histoire qui est une histoire plus de la théorie géométrique sous-jacente, c'est-à-dire grosso modo les traités de taille de stéréotomie comme matrice de la géométrie descriptive. Et puis il y a une autre histoire qui est une histoire plus de l'histoire de la formation, c'est-à-dire la stéréotomie comme discipline scolaire, on pourrait dire, formation des élites. Et toutes ces 3 histoires sont bien sûr, c'est-à-dire formation des ingénieurs au départ, et ensuite formation des architectes. Et donc ces 3 histoires sont bien sûr imbriquées et elles naissent l'une par rapport à l'autre. Alors je dis 2 mots d'abord de Philibert Delorme, qui fait de la stéréotomie, c'est-à-dire de la coupe des pierres savantes, une vraie théorie de l'architecture. Encore une fois, d'abord, Philibert Delorme écrit son ouvrage qui est un traité d'architecture. Et dans ce traité d'architecture, il inclut quelques chapitres qui sont qualifiés de traité de coupe des pierres. Mais ça vient, c'est donc comme s'il insérait un manuel technique dans un traité d'architecture. Donc ça, c'est doublement nouveau, si je puis dire. D'abord, c'est nouveau parce que c'est le premier à imprimer un traité de coupe des pierres. Il n'y avait pas de traité, il n'est pas l'inventeur de la coupe des pierres, pas du tout, enfin même de la coupe des pierres savantes. Finalement, vous l'avez vu, il a fait une trompe un petit peu plus compliquée, j'y reviendrai, il en fait une autre. Bon, il fait des choses pour partie un peu plus compliquées, mais surtout, il va traduire le savoir des tailleurs de pierre. Et pour reprendre une expression aussi, une très belle expression de Pérouse de Monclos, qui présente ça dans l'ouvrage de Pérouse de Monclos, auquel je fais allusion, ça s'appelle L'architecture à la française. C'est sa thèse, en fait, publiée, dans laquelle il fait de la stéréotomie la pierre de touche, si je puis dire, de l'architecture à la française, c'est-à-dire la manière dont l'architecture française va se distinguer de l'architecture italienne. Donc, il y a un savoir de faire accumulé par la Corporation des tailleurs de pierre qui est plus ou moins considéré comme secret et comme ne devant pas être divulgué hors de la Corporation des tailleurs de pierre. Donc, Philibert Delorme, en gentleman, en homme de la Renaissance, la première chose qu'il fait, c'est de diffuser précisément l'information et donc de publier et d'imprimer. Et donc, le traité de Philibert Delorme, c'est la rencontre du savoir-faire des tailleurs de pierre avec l'imprimerie. C'était cette formule-là que je voulais citer de Pérouse de Monclos. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il aurait pu simplement se contenter de faire un traité de taille de pierre. Ce qui est intéressant, c'est que précisément, il l'inclut dans le traité d'architecture. Et vous voyez que là, ça, c'est le frontispice de son ouvrage, et que ce frontispice, tout de suite, dès le frontispice, il met en valeur l'importance de la coupe des pierres, de la stéréotomie. Et pourquoi fait-il ça? Parce que pour lui, c'est comme ça que se définit l'architecte. C'est-à-dire, l'architecte se définit dans un rapport à la technique. Et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la stéréotomie, c'est le high-tech de la technique à l'époque. Eh bien, il n'est pas question, et c'est ça qu'explique Philibert Delorme dans son traité, il n'est pas question que l'architecte ne domine pas la technique qu'il va employer, sinon, dit-il, il ne sera pas maître de son chantier, ce sera pas les bœufs qui tireront la charrue, mais la charrue qui conduira les bœufs. C'est-à-dire, si ce n'est pas l'architecte qui maîtrise la technique, ce n'est pas lui qui peut ensuite diriger un chantier. Et de ce point de vue-là, il y a une certaine modernité, me semble-t-il, au traité ou à la portée de cette remarque de Philibert Delorme. Là, vous avez la planche de Philibert Delorme qui correspond à ce même cas, donc qui est antérieure aux épures que je vous ai montrées. C'est la même situation, c'est-à-dire toujours la descente biaise, dans un mur en talus. Vous voyez le talus ici,
Et vous voyez la descente est biaise par cette ligne-là, et le mur est de traviole par rapport au cylindre, et l'épure est, d'un point de vue géométrique, en fait erroné. Enfin, il a bien dit qu'il avait un grand rompement de tête à les faire, effectivement il se trompe. Et on voit là, on voit à peu près, c'est ici qu'il détermine la vraie grandeur des panneaux de chacune des pierres. Donc voilà ce qu'il fait, voilà la place qu'il donne à la stéréotomie, c'est-à-dire, et la place qu'il donne à la stéréotomie dans son traité d'architecture. Pardon, il y avait un... Non, excusez-moi, je vous ai mis 2 fois les dates. Donc là, il explique comment on trace, c'est ce que je disais d'abord, c'est-à-dire pour faire une épure, il faut savoir comment on trace et ce dont on a besoin. Donc il explique qu'on a besoin, voilà les outils pour tracer, voilà les outils pour tracer la pierre, voilà les panneaux que vous devez découper et que vous allez placer sur votre pierre pour ensuite découper la pierre, qui sont des panneaux soit en bois à l'époque, soit en feuilles de plomb. Et voilà ce qu'il explique, donc explicitement. J'ai montré le moyen de se pouvoir aider des maisons incommodes, vieilles et mal faites, pour les approprier et accommoder avec les bâtiments neufs, et rendre commode, salubre et habitable ce qui était incommode, insalubre et inhabitable, sans toutefois abattre, ruiner ou démolir les vieux bâtiments, comme trop légèrement et inconsidérément font faire ceux qui n'entendent l'artifice des traits géométriques, et par leur ignorance ordonnent incontinent tout faire de neuf. Donc ça aussi, c'est une phrase qui me semble d'une grande modernité. Il dit explicitement, les architectes, ils commencent par tout raser parce qu'en fait, ils ne savent pas faire autrement. Et son idée, c'est que précisément la stéréotomie, c'est l'outil technique qui vous permet ensuite de réintervenir éventuellement sur des bâtiments anciens. On est dans une période, bien sûr, de transformation des châteaux médiévaux en châteaux de la Renaissance. Donc on est dans une grande période de transformation de bâtiments existants. Et la stéréotomie, c'est ce qui vous permet éventuellement, si vous voulez, de faire ces interventions sans tout ruiner, sans tout démolir, et de les faire de façon fine, appropriée. Et l'exemple paradigmatique, bien sûr, de cette intervention, c'est la trompe du château d'Annay, qui a été démolie comme une partie du château d'Annay au moment de la Révolution française, et qui, du coup, occupe un peu la place pour la stéréotomie du pavillon de Barcelone, de Mies van der Rohe, c'est-à-dire sa place est d'autant dans l'imaginaire architectural est d'autant plus importante que le bâtiment n'existe plus. Et donc, il est dans une situation qui n'était pas très très différente de celle de la trompe que je vais montrer, la trompe à Lyon, qui existe, sauf qu'il fait ça encore plus, c'est plus compliqué. Donc, en fait, le château, il était déjà en train de le construire. Il construit le château d'Annay pour Diane de Poitiers, qui est la favorite du roi. Il a déjà construit une partie du château, et à ce moment-là, il y a la demande de Philippe II qui rajoute un cabinet royal. Et ce qu'il va faire, donc il complète et il rajoute donc cet édicule complètement en porte-à-faux et en respectant les contraintes qui sont en particulier de ne pas boucher cet oculus qui éclaire un escalier de l'autre côté. Et donc voilà, et là vraiment il dit, voilà ce qu'on peut faire, on peut donner à cet édifice n'importe quelle forme, on peut avoir une essence, non seulement elle est rampante, mais cette fois-ci maintenant elle est même en arc, ça suit un arc quelconque, sans doute une espèce d'arc de parabole. Et voilà, et je vous fais tout ce que vous voulez. Grosso modo, l'architecte est libre de faire n'importe quelle forme à partir du moment où il a la maîtrise sous-jacente de la technique. Et donc, il fait une forme plus ou moins à l'italienne. Donc voilà, ça se plaçait ici. Le château d'Annay existe, et toute cette partie, le cryptoportique qui est ici, on arrive au château d'Annay à ce niveau-là, et les jardins sont en contrebas. Et donc, il y avait en particulier l'escalier. L'escalier existe toujours, la trompe ici a disparu, mais le cryptoportique, qui est aussi un des lieux construit par Philibert Delorme, mais qui est aussi un florilège comme ça de la stéréotomie, existe toujours et vous pouvez la voir. Donc là, je vous ai mis ici une trompe qui est postérieure, mais qui qui donne une idée comme ça des variations sur les trompes qui étaient faites au XVIIe siècle. Voilà le plan donc du château. Donc effectivement, en fait, que le plan soit, qu'en plan,
l'édicule que vous rajoutez sur votre bâtiment soit de forme carrée, cylindrique ou une espèce de plan à l'italien, de forme un peu plus compliquée, ça ne change rien à la taille, donc ça esbaudit le passant, comme il le dit, mais finalement, techniquement, ce n'est pas plus compliqué, sauf que, encore une fois, ce qu'il indique, lui, c'est où sont les marges de manœuvre, de liberté de l'architecte. Si vous voulez faire... C'est pas parce que les maçons vous font des tours carrés qu'il faut que l'architecte fasse forcément des tours carrés, vous êtes libre de la forme. Et ensuite, il donne la trompe, il donne la technique, c'est-à-dire ici, vous avez l'épure de la trompe. Simplement, en même temps, il y a un mélange que personnellement, je m'explique mal. Ces deux dessins-là sont pris du bouquin de Philippe Potier sur Philibert Delorme. C'est qu'il donne un type de dessin, c'est-à-dire la manière dont il construit l'épure, c'est pareil, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques du graphique de l'épure, c'est en fait, il reporte à chaque fois des hauteurs, donc il pige, ce qu'on appelle, voyez, là, il reporte à chaque fois ces hauteurs-là et ensuite il les rabat. Et naturellement, si vous, avec vos connaissances de géométrie descriptive, c'est jamais ce que vous auriez fait, on aurait considéré les plans de joint, on considérerait les plans de joint et on rabattrait les plans de joint, comme d'ailleurs dans l'épure qui est ici. Dans l'épure qui est ici, il fait, donc c'est quelque chose qu'il sait faire géométriquement là. Il rabat bien, c'est un rabattement des plans de joint sur le plan horizontal pour les faire apparaître en vraie grandeur. Et là, c'est dans ce cas-là qui est plus compliqué, il aurait pu utiliser la même méthode. Il vient chercher une méthode géométrique qui est apparemment moins efficace, très ancienne, qui est en fait la méthode géométrique utilisée au gothique. Donc, soit parce qu'il n'a pas confiance dans enfin, c'est parce qu'il pense que ce sera mieux fait par les tailleurs, par les maçons, qui connaissent peut-être moins bien les autres méthodes géométriques, soit parce que lui-même ne maîtrise peut-être pas si bien que ça ces méthodes géométriques qu'il vante par ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est une surprise pour laquelle je n'ai pas d'explication. Donc voilà, donc ça c'était ce que je voulais dire. Donc à partir de là, se développe, disons, et à partir de Philibert Delorme, cet élément qui est extrêmement important, c'est de la stéréotomie comme une technique constructive qui vient prendre sa place, voire qui fonde, si on suit Pérouse de Monclos, l'architecture à la française. Le deuxième élément, c'est la stéréotomie comme discipline scolaire, pourrait-on dire. C'est-à-dire outil de formation. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît à l'école du génie de Mézières, qui est en fait la première école d'ingénieurs européenne qui ouvre ses portes au milieu du XVIIIe siècle et dont le premier directeur est Nicolas de Chastillon. Et c'est cette école, donc c'est au moment de la création de cette école, Monge va ensuite arriver dans cette école et va enseigner pendant 20 ans. Mais il s'agit bien là de la création de l'école et avant que Monge n'arrive, ne débarque là-dedans, c'est Chastillon qui défend cette idée et qui dit exactement ce que j'ai écrit ici. Indépendamment de l'utilité de la coupe des pierres et des bois pour les différentes constructions que les ouvrages du roi présentent, César ouvre des connaissances si exactes et si précises sur le dessin des plans et des profils et sur la manière d'exprimer le relief qu'il doit représenter qu'on peut les regarder comme les éléments d'Euclide. Donc, Chastillon dit, la stéréotomie, la coupe des pierres et la coupe des bois, parce que les deux étaient associés à Mézières, eh bien, c'est fondamental pour la formation, c'est aussi important que la géométrie d'Euclide. Et ça, c'est une idée extrêmement fondamentale au moment de la création du génie. L'école du génie de Mézières, elle est faite pour former les officiers ce qu'on appelle les officiers du génie, c'est-à-dire les officiers qui sont chargés en particulier de construire les fortifications, qui en sont formés jusqu'à Vauban et ses successeurs sur le tas uniquement, et puis peu à peu, encore au milieu du XVIIIe siècle, dans l'Europe en général, qu'il faut qu'il y ait une formation un peu plus académique, théorique entre guillemets. La formation n'était pas d'un niveau exceptionnel, donc ils apprenaient un peu de géométrie, un peu d'algèbre, ils avaient un peu de cours militaires, si je puis dire, comment attaquer une place forte, comment défendre une place forte, et puis donc cette formation qui se passe via la stéréotomie. J'y reviens, mais j'y insiste un peu. Et donc, pour faire bref sur le sujet, donc Gaspard Monge va arriver dans cette école, il va enseigner pendant une vingtaine d'années, il va prendre successivement tous les cours scientifiques, en fait ce sera le prof
de sciences de cette école, c'est-à-dire à la fois les mathématiques, la physique, la chimie qu'il instaure, et le dessin, et la perspective, et la géométrie, et la coupe des pierres et des bois qui reprend. Et ensuite, donc, au moment de la Révolution française, il y a la création de l'école polytechnique, qui s'appelle d'abord l'École centrale des travaux publics, dont Monge est l'architecte, enfin le père fondateur, si vous voulez, c'est-à-dire c'est lui qui organise le cursus de cette école. En parallèle, il y a la création de l'école normale aussi. Et dans cette école, il va faire, en créant l'école polytechnique, il va créer en même temps ce que l'on appelle la géométrie descriptive, qui n'est rien d'autre que la théorie géométrique sous-jacente à ces tracés de coupe des pierres et de coupe des bois, de représentation de l'espace. Il en fait une théorie géométrique. Là encore, donc deux mots. Là, vous avez Monge caricaturé par un de ses élèves pendant un cours à l'école polytechnique. Vous avez l'organisation, enfin un des textes où Monge explique l'organisation des cours à l'école polytechnique. Et il dit les choses suivantes: deux genres de connaissances, les mathématiques d'un côté et la physique de l'autre. Et dans les mathématiques comprennent l'analyse et la description graphique des objets. Et du coup, vous voyez que la géométrie descriptive, c'est une des branches des mathématiques, et même le dessin, qui est une sous-branche de la géométrie descriptive, devient par là même, si on remonte l'arbre arborescent, une sous-branche des mathématiques. Et ensuite, il y a 3 promotions à l'école polytechnique au moment de la création. Enfin, ça, c'est le plan mongien de l'organisation de l'école polytechnique. Et chacune a des noms. Et la première promotion s'appelle la promotion stéréotomie. Donc, ce terme de stéréotomie, c'est une technique, mais c'est aussi le nom de la première promotion de l'école polytechnique, avec cette même idée qui reprend de l'école du génie Mézières, qui est que c'est fondamental pour la formation des ingénieurs. Seulement, du coup, lui, il fait pas parce qu'à l'école du génie Mézières, les gens, ils taillaient vraiment de la pierre et du bois. À l'école polytechnique, non, ça s'appelle stéréotomie, mais ça va être purement un cours de géométrie sous forme de géométrie descriptive que vous connaissez. Ça, c'est juste le manuscrit de Monge, mais c'est à peu près illisible, je pense. Donc la géométrie descriptive, vous connaissez, puisque vous avez pratiqué, ça vous a sûrement laissé d'excellents souvenirs. Donc le principe, vous l'avez là, ça c'est la première planche du cours de Monge. Je ne veux pas revenir longtemps là-dessus, donc vous représentez un point de l'espace par un double point d'un plan sur une feuille de papier. Mais ce sur quoi je voudrais insister, alors du coup, bien sûr, il y a un renversement, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la théorie géométrique sous-jacente. Donc, ce n'est pas tellement ou pas seulement la coupe des pierres ou la coupe des bois, c'est même pas ça du tout. Ce qui l'intéresse, c'est la théorie géométrique sous-jacente et ce que l'on en fait, c'est un mode de représentation de l'espace. Du coup, ça a une autre nature, et vous avez des épures. Je vous présente celle-là très rapidement, parce que c'est une épure de Monge que j'aime beaucoup. C'est la représentation, entre guillemets, du plan tangent à une surface de révolution passant par une droite donnée. Je vous laisse réfléchir sur cette épure, mais vous voyez qu'on ne voit sur cette épure ni la surface de révolution, ni le plan tangent, ni la droite. C'est-à-dire que la géométrie descriptive, c'est un outil pour représenter l'espace, mais c'est aussi un outil pour s'abstraire de l'espace. Et ce qui m'intéresse plus, c'est que c'est un outil, et c'est pour ça que ça marche, me semble-t-il, au point de vue, ça peut remplacer la stéréotomie d'un point de vue de formation, c'est que ce n'est pas seulement une façon de projeter l'espace à 3 dimensions sur le plan, dans les cours de Monge, c'est une façon de faire l'alliance intime et systématique de la géométrie plane et de la géométrie dans l'espace, parce que Monge, il passe dans les deux sens. Il passe de la géométrie dans l'espace à la géométrie plane, et de la géométrie plane à la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire qu'il utilise la géométrie descriptive comme un outil, c'est-à-dire en fait la géométrie à 3 dimensions, la géométrie de l'espace, pour démontrer des théorèmes de géométrie plane. C'est-à-dire prendre une certaine situation où on a purement un théorème de géométrie plane et le lire comme une situation spatiale. Et ce va-et-vient, c'est pour ça que ça me semble intéressant, et c'est ça qui, me semble-t-il, se met en place pour la première fois clairement dans les traités de taille de pierre. C'est l'aller-retour entre l'espace et le plan, et ça, d'une certaine façon, cette idée d'aller-retour entre le plan et l'espace,
c'est constitutif du métier de l'architecte, me semble-t-il. Alors après, bien sûr, on a les cours qui sont des cours d'application, mais c'est des cours d'application de la géométrie descriptive à la coupe des pierres. Et là, on est dans un renversement, disons, de la situation par rapport à l'école du génie de Mézières. On retrouve des cours, vous voyez, des planches relativement proches éventuellement de celles de Deurant, ou celle-ci, là, on a l'escalier hélicoïdal que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je voudrais revenir parce que dans les raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la stéréotomie, moi, donc il y avait bien sûr un intérêt pour la technique constructive, et puis il y avait aussi la situation dans laquelle j'étais, qui était celle d'enseignant de géométrie dans les écoles d'architecture. Et ce qui m'a beaucoup frappé quand je parlais avec les tailleurs de pierre, avec les compagnons tailleurs de pierre, en étudiant ces traités de stéréotomie, c'était l'habileté et l'aisance que ces compagnons tailleurs de pierre avaient pour parler de l'espace, disons, pour dire les choses rapidement, pour justement exprimer des situations complexes dans l'espace, et les difficultés que je rencontrais dans mes cours et les difficultés que me semblaient avoir les étudiants architectes, justement, à maîtriser toutes ces techniques de représentation de l'espace ou à imaginer des formes un peu complexes dans l'espace. Et je trouvais que cette situation me semblait intolérable. On se disait, c'est quand même c'est aux architectes d'inventer. C'est pour ça qu'après, je me suis beaucoup reconnu dans Philibert Delorme. Je n'avais pas encore lu Philibert Delorme à l'époque, mais je me suis retrouvé dans Philibert Delorme parce que je trouvais qu'on était exactement dans cette situation-là. Si l'architecte doit être maître de son chantier, c'est quand même à lui d'inventer, c'est à lui d'imaginer, c'est à lui de comprendre comment ça va se passer, comment on va construire techniquement, et on ne peut pas... Pour Philibert Delorme, l'architecte ne veut pas dépendre des appareilleurs, et pour les architectes aujourd'hui, les architectes ne peuvent pas déléguer complètement la compréhension technique qu'il y a dans le bâtiment, et en particulier l'inventivité des formes même aussi, qui est liée à la maîtrise de la géométrie sous-jacente. Alors donc, c'est pour ça que c'est dans cette espèce de cheminement-là et de questions que... en particulier, j'ai investi, il se trouve qu'avec un collègue, le laboratoire de recherche dont Mathéo parlait, le laboratoire géométrie, structure, architecture, on s'est retrouvé impliqué dans la création des grands ateliers de l'île d'Abo. Et c'est pour cette raison que moi, j'ai continué avec ma stéréotomie à proposer un atelier stéréotomie à l'atelier de l'île d'Abo. Et j'ai fait quelques expériences stéréotomiques depuis... là-bas dans ce lieu. Donc c'est un lieu qui a été conçu, pensé et réalisé pour justement pouvoir faire des expérimentations constructives à grande échelle. Donc je trouvais toujours dans cette démarche-là que c'était pas forcément inintéressant de proposer ces sujets-là parce que justement j'arrivais à, disons, à relier ou à réunir ces différentes composantes. Il y a à la fois cet aspect d'histoire de la construction qui est intéressant, il y a cet aspect formation de la géométrie, mais formation pratique, c'est-à-dire avec le côté main à la pâte, learning in doing, je ne sais pas comment il faut dire. Donc c'est une façon d'apprendre la géométrie, mais d'apprendre la géométrie en la faisant, en étant confronté à la matière en même temps. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dessiner comme ça et puis... dessiner un trait sur une feuille de papier, mais bien d'être confronté au fait qu'après, si on dessine un trait sur une feuille de papier, ensuite, ça va donner une forme à la matière même, et que le trait que je dessine, ou la façon, ce que je dois dessiner, dépend de la matière avec laquelle je vais fabriquer mon objet et mon espace. Alors, j'ai fait donc quelques exemples, donc c'est ça que je veux vous montrer maintenant, ces expériences stéréotomiques que j'ai fait à l'île d'Abo. Donc j'ai fait plusieurs voûtes plates, c'est un élément relativement bizarroïde, un objet pesant semi-identifié. C'est le contraire d'une voûte a priori, d'un point de vue de l'idée qu'on a. Une voûte, c'est quand même quelque chose qui a priori est plutôt bombé. Il y a une flèche, il y a un intrados, et cet intrados, il y a une forme de l'intrados, c'est-à-dire de l'intérieur de la voûte, de la surface de la voûte, c'est cette forme-là qui est importante. Et il y a effectivement une proposition, qui est une proposition aussi 18e, d'un monsieur Abeille qui dit voilà une méthode pour faire une voûte plate. Et c'est repris ensuite dans un traité de Fraisier, qui est grosso modo le même principe en
sauf que c'est en pierre, que la charpente à bâton rompu en bois. Il y a très peu d'exemples historiques, j'en connais 2, qui ont été réalisés au XIXe siècle en Espagne. D'ailleurs, l'idée de cette voûte plate m'était venue après que Enrique Rabazza, qui est un de mes collègues espagnols à Madrid, soit venu faire une conférence où il avait montré ces objets-là. Et donc voilà, donc on est dans une situation où on va du dessin à la réalisation. Donc ça, c'est la première voûte plate que j'ai faite, mais en même temps on taille, donc on retrouve à la fois cette dimension qui est la dimension géométrique d'abord, ensuite le rapport à la matière, et c'est vrai que les étudiants sont toujours très contents. C'est vrai qu'on a ce contact direct avec la taille. Là, c'est le tailleur de pierre avec qui j'ai fait cette première voûte plate, Jean-Paul Fouché, qui bien sûr expliquait comment tailler. La forme donc vous avez cette forme de voussoir qui est un peu particulière. Il y a 2 faces qui sont portantes et 2 faces qui sont porteuses. C'est-à-dire il y a 2 faces qui servent à porter les voussoirs adjacents et 2 faces qui permettent de s'appuyer sur les voussoirs existants. Donc c'est cet imbriquement qui permet au fait à la voûte ensuite de tenir. Donc voilà quelques vues d'ensemble de la taille et ensuite l'assemblage. Donc qu'on a fait nous dans un cadre métallique parce qu'on n'avait pas, disons, sinon il faut l'enserrer dans un mur et il faut bien sûr, on comprend bien qu'il va y avoir une poussée latérale qu'il va falloir reprendre et donc on peut reprendre soit parce qu'on est enserré dans un mur et qu'on a une charge supérieure qui vient peser et reprendre la poussée, comme on n'avait pas ça, nous on l'a mise dans un cadre métallique et donc on l'a mise en place. Donc non seulement elle est plate cette voûte, mais elle est réversible, c'est-à-dire qu'elle tient dans les 2 sens. Là on l'a montée d'une certaine façon à l'envers, si je puis dire, parce que c'était plus spectaculaire pour la photo, c'est-à-dire qu'on a les creux vers le haut, et par contre la sous-face est plane, mais on peut très bien naturellement imaginer, d'ailleurs ça a été monté comme l'exemple historique là, que je vous ai montré en espagnol, et bien dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a la sous-face. Ça, c'est la sous-face, c'est l'intrados où on a les creux et qui fait la décoration du plafond. Et par contre, le dessus qui fait le plancher directement de l'étage supérieur, c'est plus naturel. Mais d'un point de vue statique, et c'est quand même la seule voûte qu'on puisse retourner, qui soit réversible, pour une voûte en pierre, c'est tout à fait extraordinaire. Et ensuite, donc, on a fait quelques essais de charge et finalement, elle a relativement bien tenu. Donc j'ai fait j'en ai fait plusieurs des voûtes plates. Il y en a une d'ailleurs j'ai essayé de l'étendre, il y en a une qui s'est cassée la gueule, mais je ne vous la montre pas, celle qui est tombée. J'ai fait une deuxième voûte plate, mais plate circulaire, sur l'exemple de l'église de l'Escurial. La référence historique, celle de l'Escurial fait 8 mètres de diamètre, elle est absolument monumentale, mais par contre il y a une charge considérable au-dessus. C'est pareil, c'est le vestibule de l'église de l'Escurial, enfin, tout est assez monumental à l'Escurial. Donc là c'était un peu plus compliqué parce que là, dans la voûte plate de plan carré, tous les voussoirs sont identiques. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait prétailler en fait de carrière, on avait fait prétailler les voussoirs parce que sinon on n'a pas le temps. On reste 5 jours, c'est-à-dire 4 jours ouvrables. Enfin, il y a 4 jours ouvrables en fait effectifs pour travailler. On n'a pas le temps de tout tailler. Donc on avait fait prétailler les voussoirs intérieurs et nous on avait juste taillé les voussoirs de rive qui sont différents. Donc on avait taillé les voussoirs de rive et utilisé les voussoirs qui sortaient d'usine, si je puis dire, au milieu. Tandis que dans la voûte circulaire, ils ne sont pas tous différents, mais ils sont tous différents par rang, donc puis c'est plus compliqué à tailler. Enfin, j'aurais pu les faire tous tailler d'usine, mais ce n'était pas marrant. Mais par contre, pour pouvoir les tailler dans le laps de temps qu'on avait, on a fait une collaboration entre des apprentis tailleurs de pierre de la région lyonnaise et les architectes. Et ça, je dois dire, c'était une expérience sur le plan humain qui était extrêmement intéressante, que les étudiants ont énormément apprécié aussi. On a fait des binômes, des trinômes. Là, vous voyez, là, vous avez un tailleur de pierre et là, vous avez un étudiant architecte. Et chacun expliquait aux autres. Donc, en plus, eux, les tailleurs de pierre étaient extrêmement contents. Ça se passait à front renversé un peu, si je puis dire. C'était quand même les apprentis tailleurs de pierre qui savaient quoi faire. Et les étudiants archi qui étaient... novices en la matière, si je puis dire. Donc c'était extrêmement valorisant pour les apprentis tailleurs de pierre et c'était très intéressant pour tout le monde, y
compris pour les quantités de pinards qui sont capables de... Enfin bref. Donc voilà, donc là vous avez l'assemblage de cette pierre. Donc au total, grâce aux apprentis, on avait à la fin une qualité bien sûr de taille qui était remarquable. On a cerclé ça dans une boîte à couvercle de camembert. Hein. On avait le cerclage métallique et alors ça c'est une voûte qui n'a absolument pas bougé quand on l'a soulevée. C'est pas tout à fait canonique comme façon de transporter les voûtes, mais c'est beaucoup plus facile de l'assembler au sol et de la monter ensuite que de l'assembler sur cintre, sur coffrage. Donc elle n'a pratiquement pas pris de flèche quand on l'a soulevée, quand on l'a mis en charge. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a chargé au centre. Et enfin, je reviendrai sur le doute carré. On a chargé au centre et puis ensuite on a essayé d'estimer. Vous voyez, on avait chargé les rives, enlevé le cerclage métallique et peu à peu décharger les rives pour voir à quel moment elles s'écroulaient. Et effectivement, d'ailleurs, on a été extrêmement surpris, mais la poussée latérale était relativement faible. C'est-à-dire que ça a tenu, vous voyez, on était parti, on avait pris une marge considérable, on avait mis 2 tonnes, je crois, au départ, en chargeant, en pesant uniquement sur les rives, et on a pu presque tout retirer, ça s'est tombé quand il restait environ 300 kg sur les rives seulement. Et du coup, c'est le dernier exemple que j'ai fait, on a refait une voûte carrée, mais là, en se donnant les moyens de faire des mesures de pression, donc j'ai fait ça avec François Fleury, un ingénieur de Lyon, et donc là, on avait les moyens de mesurer les pressions latérales des voûtes carrées. Donc on avait une pression et on a fait ces mesures-là. On l'a menée au crash, on l'a chargée. Donc vous voyez, la charge de ruine était à 3,4 fois le poids propre, c'est-à-dire qu'elle a porté 2,4 fois son poids. Le poids c'est grosso modo 1 tonne de poids propre. Et donc on avait les mesures du déplacement jusqu'à la ruine. Mais au départ, et finalement, pareil, ça a été notre grande surprise, là on a des charges. La poussée latérale finalement est relativement faible. Je ne sais pas si les qualités de photo sur mon écran c'est mieux, on ne voit pas très bien là. C'est un peu sombre. Bien, donc voilà, c'était pour vous dire que là on est. Enfin, ces exemples-là sont pour moi dans la continuité de cette vision de la stéréotomie et de la dimension discipline scolaire attachée à la stéréotomie et qui, je pense, a encore son intérêt. On avait fait, en même temps que la voûte principale, on avait fait 2 autres maquettes pour faire varier l'inclinaison des joints et voir l'influence de l'inclinaison des joints sur les effets de poussée. Et finalement, on n'avait pas eu le temps de mener à bien. On a un problème, on a eu des contraintes de temps. Le temps qu'on arrive, on commence le lundi midi, il faut finir le vendredi midi. Donc c'est extrêmement borné en durée. On n'a pas la possibilité. Les écoles de Lyon et de Grenoble reviennent facilement sur les grands ateliers. Nous, on fait un trajet, enfin, on vient une fois, on fait un stage intensif comme ça. Mais on n'a pas beaucoup de souplesse d'utilisation. Et puis je vous montre un dernier exemple, c'est celui pas de l'an dernier, mais pas de février dernier, de février d'avant, où on a fait une variation sur ce même thème de la voûte plate, mais c'est-à-dire un même principe d'assemblage que l'assemblage de la voûte plate d'abeille, mais sur une voûte pas plate, donc sur une voûte sphérique, où on a donc on retrouve un décor du même type que celui qu'on avait sur la voûte plate, pour une voûte, pour une portion de sphère. C'était une idée d'un tailleur de pierre, là, qui est Luc Tamborero, qui est ici, qui est un chercheur au laboratoire aussi, et de Giuseppe Falacara, qui est un professeur de l'école d'architecture de Bari. Cette espèce de déformation possible et donc de variation. Et là, encore une fois, on voit que on peut avoir des outils. La stéréotomie peut éventuellement, grâce aux outils modernes, se développer dans différentes directions. Je voudrais continuer en vous présentant rapidement, rester aux grands ateliers, mais en quittant la stéréotomie juste pour un moment, parce que pour vous présenter deux autres exemples d'expérimentation que j'ai faites aux grands ateliers, donc qui ne sont plus de la stéréotomie, mais qui restent dans le même objectif, qui était d'allier histoire de la construction
géométrie et chantier même, c'est-à-dire expérimentation constructive, grandeur nature ou grands ateliers. J'en ai fait donc 2. Celle que je vous montre, c'est... Enfin, je n'ai pas tout à fait fait le dôme de Brunelleschi parce que c'est encombrant, mais c'est une idée d'exercice et d'expérience qui m'est venue, que j'ai eue après avoir fait venir pour un exposé à Paris-Malaquais, j'avais fait venir Salvador Di Pasquale, il est décédé depuis malheureusement. Il enseignait l'histoire de la construction en Italie, à Florence d'abord et à Catane ensuite, et il a travaillé pendant toute sa vie comme chercheur sur le dôme de Florence. Et il a émis une hypothèse que je trouve extrêmement séduisante, défendue avec beaucoup d'arguments, me semble-t-il, sur la construction même du dôme. Et en particulier, donc, l'exploit de Brunelleschi, je vous rappelle, c'est le fait qu'il ait réussi à construire ce dôme sans cintre. Construire un dôme comme ça. D'ailleurs, de toute façon, quand Brunelleschi arrive, le tambour est déjà construit, donc on voit bien qu'ils étaient prêts à le construire. Donc, le problème, c'était comment, et surtout comment à un moindre coût, et le moindre coût, c'est arriver à construire ça sans dôme. Et donc, l'hypothèse de Salvador Di Pasquale, c'est la chose suivante. Le dôme est un dôme à facettes, parce que Brunelleschi construit un dôme à facettes. De toute façon, c'est pareil, le tambour est déjà construit. Vous voyez, enfin, je n'ai pas de photos, là, je n'ai pas d'autres photos du dôme de Florence, mais j'espère que vous l'avez en tête. Donc c'est des portions comme ça, c'est ce qu'on appelle un dôme en melon. Donc c'est un dôme à facettes parce qu'il y a le baptistère à côté qui a cette forme-là de dôme à facettes, donc il veut rester pour des raisons architecturales de dôme à facettes. Ça, c'est une chose. Donc, esthétiquement, on a un dôme à facettes. Mais par contre, constructivement, il le construit comme si c'était un dôme de révolution. Parce que quand vous construisez un dôme de révolution, une coupole de révolution, à ce moment-là, quand vous avez fermé votre coupole de révolution, eh bien, un étage, si je puis dire, ça fonctionne comme une clé et ça tient. Et à ce moment-là, vous pouvez construire votre dôme sans cintre. Et les dômes, depuis très longtemps, c'est quelque chose qui est connu depuis l'Antiquité, les dômes de révolution, en briques ou en pierre, mais surtout en briques, parce qu'il y a plein de dômes en briques qui sont construits sans cintre, parce que ce sont des dômes de révolution. Et donc l'idée de génie ici, l'idée de génie IA de Brunelleschi, c'est de dire, je peux faire la même chose, c'est pas parce que extérieurement je construis un dôme à facettes que je suis obligé de le construire comme un dôme à facettes, c'est-à-dire avec des lits rayonnants, je vais le construire comme s'il était de révolution. Et alors ça, c'est très intéressant d'un point de vue, c'est intéressant comme hypothèse constructive, et géométriquement, c'est intéressant. Donc, on est aux grands ateliers, on est dans une technique constructive qui a été beaucoup développée par Patrice Dehaat, qui dirige le laboratoire Cratère, et donc qui construit en particulier beaucoup de voûtes avec des mortiers de terre, donc ça il sait très bien faire, donc on l'a fait avec lui pour le mortier de construction. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de cintre. Le bois est extérieur, c'est pour bien montrer que ce n'est pas un cintre, c'est simplement ce qu'on avait besoin, c'était d'un guide de forme. Il fallait qu'on ait un guide extérieur pour savoir quelle forme on adoptait. Donc c'est pour qu'on ait nos formes à facettes à la fin. Mais il n'y a pas de cintre au milieu, Et par contre au milieu, ce qu'on a, c'est ce que vous voyez ici. C'est une pige, c'est-à-dire ce bâton qui va pouvoir tourner et que Dehaat utilise d'habitude pour construire ces dômes de révolution. Et donc on va monter ce dôme qui est à facettes, donc voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on part sur un plan. Alors, comme vous le savez, le plan Brunelleschi, il est octogonal, mais pour accentuer l'effet festonnage que vous allez voir tout de suite, je suis parti sur un dôme hexagonal, parce que ça accentue, disons, la différence. Puis quand même en dimension moindre. Et ensuite, donc, on monte au mortier, là on est sur le mortier de terre, on voit là, on commence à monter et on voit les briques qui commencent à festonner, comme festonnent effectivement, et c'est pour ça que Di Pasquale part sur cette hypothèse, quand on regarde les lits de briques, quand on est à l'intérieur, quand on est dans l'espace entre les deux coupoles, on voit que les lits de briques ne sont pas horizontaux, et c'est pour ça que Di Pasquale fait cette hypothèse. Voilà, quand on est un peu plus haut, on voit les briques festonnées. Donc, si vous revoyez la chose géométriquement, chacune des facettes ici, c'est une portion de cylindre, d'accord ?
parce qu'on a un dôme à facettes. Mais par contre, toutes ces briques ici, là, appartiennent à une même portion de cône. Donc on a un cône qui est d'axe vertical et qui vient intersecter ces différentes portions de cylindres qui, eux, sont d'axes horizontaux. Et du coup, on voit ici la manière dont ces briques festonnent. Et du coup, on retrouve ici l'effet de clé que l'on aurait sur une voûte de plan, sur une voûte hémisphérique. Donc voilà, ça tient, donc c'est la preuve expérimentale que Di Pasquale a raison. Non, enfin, c'est pas ça que je dis, mais enfin, en tout cas, c'était un excellent sujet qui reprenait à la fois cette hypothèse constructive de Di Pasquale sur le dôme de Florence, qui en même temps était intéressante d'un point de vue géométrique, parce qu'on a l'intersection cône-cylindre, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est pas non plus c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais c'est déjà un petit peu compliqué quand même. Et les étudiants avaient beaucoup de mal à le voir préalablement, et on le voyait là se construire, et en même temps, on voyait ici l'aspect final. Enfin, donc je trouve qu'on était bien dans une situation où on avait les trois situations ensemble, c'est-à-dire l'histoire de la construction, la géométrie et le chantier même de mise en œuvre. Un dernier exemple que je vous montre, c'était deux exemples de voûte catalane, qui est aussi une technique constructive extrêmement intéressante, extrêmement économique, très ancienne aussi, et qui permet une grande variété de formes. Et donc ça, c'est un exemple que j'ai fait avec Matteo. Ici, donc c'est la même idée, on peut construire sans cintre, parce que vous voyez comme ça, si c'est une technique Choisy explique ça très bien dans l'histoire de l'architecture. C'est une technique qui était utilisée chez les Romains. Quand vous placez une brique avec un mortier, tout le problème, la difficulté, c'est le mortier. C'est faire le mortier qui prend assez rapidement. Quand une brique est tenue par deux côtés, elle tient, pas indéfiniment, mais elle tient un certain temps. Et du coup, vous pouvez continuer votre arc sans avoir forcément à construire un cintre en dessous. Et c'est une technique qui était utilisée par les Romains, avec des surfaces extrêmement variées, et puis ensuite on a testé, et c'est effectivement extrêmement solide. Enfin là, la portée est très faible, donc ça, vous voyez, on l'a testé nous-mêmes. Et ensuite, le deuxième exemple, mais toujours avec cette même technique constructive, et d'ailleurs la construction des voûtes catalanes est souvent utilisée comme ça, comme sous-face d'escalier, et on a fait deux escaliers avec un compagnon qui était un compagnon plâtrier, encore une fois, parce que toute la difficulté, c'est d'avoir un plâtre qui prend suffisamment rapidement pour que vous puissiez placer vos briques, et pas trop pour que quand même vous puissiez faire avancer le chantier. Donc la difficulté réside vraiment dans le plâtre. La première avait été montée au mortier prompt parce qu'on n'avait pas un plâtre de bonne qualité. Et la deuxième a été montée au plâtre et en deux couches, en deux lits. Il y a forcément deux lits, mais vous voyez, on pose les briques à plat, elles sont posées dans leur faible dimension dans l'épaisseur, mais par contre, il faut deux couches pour donner la résistance, enfin 2 ou 3 couches. Bon, et je terminerai en guise de conclusion, je reviens à la stéréotomie. Et pour conclure, vous l'avez compris, parce qu'un des objectifs, et du coup un des objectifs au laboratoire qui a été repris en particulier par le tailleur de pierre, mais par aussi plusieurs personnes qui travaillent au laboratoire, c'est de dire qu'on est peut-être, donc il y a un intérêt historique, il y a un intérêt géométrique, mais il y a aussi, on est à une période où il y a sans doute un intérêt, où la pierre peut retrouver l'intérêt qu'elle avait si on sait l'employer autrement que soit pour les monuments historiques dans la restauration de monuments historiques, soit simplement en façade, en parement. On peut réemployer la pierre. Il y a quelques exemples, et donc je vous montre l'exemple de Peter Rice qui est extrêmement intéressant. Donc c'est de la pierre avec un arc qui est ensuite post-tendu. Donc là, il y a tout un système d'accroche. On avait fait le pavillon de Séville, et du coup on retrouve une finesse, un usage du matériau des pierres, mais en même temps avec une accroche et une tension mise dans les arcs. Il y a l'autre exemple célèbre, c'est naturellement l'exemple de Renzo Piano, où il a des arcs qui sont eux aussi
mise en tension par un câble qui cette fois est un câble intérieur qui passe à l'intérieur des pierres, à l'intérieur des arcs. On voit ici différentes images du montage et de ce projet. Et puis je termine rapidement par un... Là, vous avez les câbles intérieurs. Et voilà. Et je voulais terminer rapidement par un projet pour vous montrer qu'il y a d'autres projets qui se font, qui sont de dimensions moins exceptionnelles, mais c'est un projet de Giuseppe Falacara dont je vous ai parlé, qu'il a fait pour une entreprise de taille de pierre, c'est l'entreprise SNBR, qui est une entreprise à Troyes. Il a fait un petit bâtiment. Donc bien sûr, l'entreprise elle-même était une entreprise de taille de pierre. Il voulait un projet pour leur bureau utiliser la taille de pierre, et du coup il a construit une série d'arcs qui sont des arcs aussi câblés. C'est de la pierre armée, pourrait-on dire. Comme il y a le béton armé, c'est de la pierre armée. En plus, les joints sont, comme vous le voyez, il a fait des joints qui ne sont pas plans, donc ça améliore le... D'ailleurs, c'est aussi une technique ancienne. Le fait de faire des joints en S, c'est une technique qui était pas mal utilisée au Proche-Orient pour des raisons pas antisismiques, enfin de meilleure résistance au séisme. Ça facilite à la fois la mise en œuvre, ça augmente la résistance de l'ensemble. Et donc là, on a un câble qui est passé après que les pierres soient montées, en un enfilage de câbles, donc un montage de pierre. Donc voilà un usage relativement moderne de la pierre, pour dire que la pierre n'est pas forcément uniquement à mettre du côté de l'histoire de la construction. Je vous remercie de votre attention. Je suis arrivé à un port. Oui, à Paris-Malaquais, oui. Oui. Bon, alors, moi, je ne les intègre pas directement dans le cours, mais maintenant, comme dans toutes les écoles d'architecture, à Malaquais comme ici, comme dans toutes les écoles d'architecture de France et de Navarre, maintenant, je pense, et d'Europe d'ailleurs, il y a des laboratoires d'informatique où il y a à disposition tous ces outils que les étudiants utilisent. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment de la création de Malaquais, parce que Malaquais, enfin, c'est en fait une histoire un petit peu compliquée, mais il y avait Paris-Villemain, puis Malaquais a été créé il y a une dizaine d'années. Et grosso modo, le discours que vous défendez, ou qu'on peut lire derrière votre question en tout cas, c'est de dire, bon, maintenant, qui est un discours qui est porté par beaucoup d'architectes, par beaucoup de mes confrères, je dois dire, c'est, disons, grosso modo, avec les outils modernes, est-ce encore nécessaire d'enseigner la géométrie du type de géométrie descriptive? Et effectivement, au moment de la création de Malaquais, il n'y avait plus d'enseignement de géométrie descriptive. C'était devenu un enseignement purement optionnel.
Et il est redevenu obligatoire, cet enseignement de géométrie descriptive, il y a environ 5 ans. Et me semble-t-il, mais Matteo pourra me confirmer, il me semble qu'il y a eu un mouvement assez similaire globalement en Italie, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être un peu antérieurement, où la géométrie, qui était très importante, l'enseignement de géométrie, qui était très important dans les écoles d'architecture italiennes, a été à peu près complètement abandonné au moment où, à la fin des années 90, où effectivement les ordinateurs commençaient à monter en puissance, si je puis dire, et permettaient des représentations spatiales directes. Et puis il y a eu un retour. Pourquoi ? Et puis il y a un retour à l'enseignement systématique et obligatoire de la géométrie en première année. Et pourquoi ? C'est parce qu'il y a, me semble-t-il, un grand danger qui est de croire que la manipulation de ces outils informatiques qui sont, dont je ne cherche pas naturellement à minimiser leur mérite, viendrait se substituer à cet enseignement de géométrie, bien au contraire. C'est-à-dire, je pense qu'une manipulation, appropriée de ces outils informatiques nécessite une maîtrise, et sans doute une maîtrise peut-être supérieure, des outils géométriques, de l'idée de transformation géométrique, qui est l'idée fondamentale qui est derrière, et d'une certaine géométrie et une compréhension de l'espace géométrique. Je ne pense pas que ça vienne se substituer à cet enseignement. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que l'enseignement de la géométrie, disons géométrie descriptive ou géométrie de l'espace, comme je l'ai appelé à Malaquais, me semble rester indispensable à côté de l'usage de ces outils informatiques. Et on l'a remis parce qu'on s'apercevait que justement il y avait un vrai manque de ce côté-là, du côté des étudiants. Et puis ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui pour moi me semble très important, moi je vois la géométrie descriptive, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point dans l'exposé à plusieurs moments, c'est dans un certain sens du jogging. Le problème c'est une espèce de jogging géométrique, c'est même si la géométrie descriptive est une langue morte maintenant par rapport aux outils informatiques, ce que l'on peut défendre comme point de vue. Le latin c'est une langue morte, c'est pas très utile pour le langage courant, mais si vous faites des études de philologie, vous allez faire du latin, quoi. Quand on est spécialiste de l'espace, on ne peut pas se passer d'une certaine formation des outils qui servent à concevoir l'espace. Et le problème, c'est quels sont les outils qu'on a à l'heure actuelle qui sont susceptibles de développer la faculté à imaginer et à penser l'espace. C'est ça la question. Or ça, ce n'est pas uniquement les outils de représentation, me semble-t-il, peut-être que des collègues ne seraient pas d'accord, mais des outils qui passent par les outils de représentation informatique. Il me semble que c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a une certaine modernité toujours dans la géométrie de Monge, c'est que ça reste un outil pour penser le passage 2D, 3D, et cette pratique, cette habileté-là, cette gymnastique de l'esprit, c'est pour ça que je dis que c'est du jogging, cette gymnastique de l'esprit-là me semble pouvoir être féconde de ce point de vue. C'est ce point de vue qui m'intéresse, c'est pas effectivement la représentation, qu'après on finisse avec une représentation à l'ordinateur, très bien. Et puis en plus, il faut reconnaître que maintenant, le cours de géométrie, c'est le dernier cours où les étudiants ont une feuille de papier et un crayon dans la main. C'est incroyable. Et ils n'ont plus l'occasion de tracer. Et il y a une très belle phrase de Monge aussi. Monge à un moment dit, en faisant des épures, les gens auront exercé leur intelligence et l'intelligence de la main. Je ne sais plus comment, c'est pas les mots exacts, mais c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on développe à la fois, et je pense que c'est très vrai, et c'est un truc qu'on perd, on n'a plus beaucoup l'occasion actuellement, de développer en même temps l'intelligence du cerveau et l'intelligence de la main, grosso modo. Et ça me semble assez constitutif de la nature humaine, ça. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence de la main, et cette intelligence de la main, il ne faut pas la perdre, et je ne pense pas qu'elle repasse par peut-être je me trompe, par les outils informatiques. Et donc, l'intelligence de la main qui est de dire, en même temps je dessine et en même temps je pense à ce que je dessine, dans ce rapport-là, et c'est au moment où je dessine que je réfléchis, et au moment où je réfléchis, je dessine, dans cet aller-retour, il y a un truc il y a un apprentissage là, je pense que ce serait dommage de perdre complètement.
sais pas si j'ai répondu à votre question. Question l'utilisation de la géométrie descriptive, l'enseignement de la géométrie descriptive, c'était juste pour savoir si vous intégrez. Il y a des gens qui s'en chargent pour vous. Alors. Oui, j'ai été surprise dans votre exposé de tous les exemples espagnols que vous avez montrés. Je connaissais effectivement ce que pense Pérouse de Monclos de la stéréotomie et du rôle qu'elle a pu jouer dans l'architecture française. J'imaginais pas qu'il y avait quelque chose d'analogue du côté espagnol et j'aurais voulu en savoir un peu plus. Si, en fait, la stéréotomie, c'est un sport franco-espagnol. Donc, Pérouse de Monclos le monte comme ça en mayonnaise là pour l'architecture française, mais c'est vrai qu'il y a deux grands pays où s'est vraiment développée l'architecture clavée savante, c'est la France et l'Espagne. Et d'ailleurs, il y a un traité espagnol qui est légèrement antérieur au traité de Philibert Delorme, sauf qu'il est resté à l'état de manuscrit, il n'a pas été publié, donc c'est vrai que Philibert Delorme a la primeur de l'impression de son traité, mais il y a beaucoup les Espagnols se sont toujours beaucoup intéressés à la stéréotomie, et contrairement aux Italiens, disons grosso modo, c'est ça. Donc c'est vrai que les Italiens ont construit des voûtes maçonnées, mais il n'y a pas de voûtes clavées, ou très peu, en Italie. Mais par contre, il y a beaucoup d'exemples espagnols, il y a de très belles voûtes, des arcs à Valence, dans toute l'Espagne, même l'Escurial est quand même aussi un endroit où il y a énormément d'exemples de voûtes clavées. Donc il y a énormément d'exemples et il y a une vraie tradition espagnole aussi. Avec des méthodes d'ailleurs qui sont éventuellement, ou des tracés, des habitudes qui sont légèrement différentes. Par exemple, il y a une façon de tracer les lunettes, les pénétrations de lunettes à l'Escurial, où c'est une répétition. Il y a un tracé qui n'est pas le tracé français. Donc il y a un petit peu des savoir-faire et puis des habitudes nationales. Mais incontestablement, l'Espagne est un des grands pays de la stéréotomie. Et d'ailleurs, il y a une école, c'est vrai qu'on retrouve à Madrid des gens qui s'intéressent beaucoup à la stéréotomie, à son histoire. Les gens qui travaillent là dans l'Institut Juan de Herrera, ils sont très intéressés par ça, et par cette histoire-là, et aussi par des expérimentations. D'ailleurs, ils font aussi beaucoup d'expérimentations d'architecture clavée avec leurs étudiants. Ils font des choses très proches. Oui. Est-ce que les tailleurs de pierre ont repris cette technique de la stéréotomie dans leur savoir? Est-ce qu'ils l'emploient toujours? Ah oui, attendez. Ah oui. Alors c'est eux qui l'ont gardé, même c'est pas qu'ils l'ont repris, mais il y a toujours eu, il y a une tradition dans la formation, les compagnons tailleurs de pierre, mais pas seulement les compagnons, les tailleurs de pierre en général. Parce qu'il y a différentes sectes, j'allais dire, c'est peut-être pas très gentil, il y a différentes obédiences, différentes loges chez les tailleurs de pierre, et ils ont toujours cultivé la stéréotomie, ils s'en sont toujours servis, pareil, dans la formation de leurs apprentis, à la fois, bien sûr, parce que c'est là où il y a une maîtrise de la taille elle-même, mais aussi dans ce côté que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté discipline scolaire. C'est pour eux, c'est vraiment un apprentissage des tracés, de la vision dans l'espace, etc. Et ça, c'est un apprentissage qui marche, mais il est peut-être un peu long, mais ça marche, à la fin, ça marche. Et donc, ils disposent de cours théoriques d'un côté et puis d'applications pratiques. Oui, eux, ils font les choses, c'est extrêmement imbriqué, mais ils ont des cours de géométrie, ils ont des cours de géométrie descriptive, ou des cours qui sont assez proches de la géométrie descriptive, même s'ils n'appellent pas ça comme ça. Ils sont en même temps extrêmement critiques, parce que bien sûr, à juste titre, il y a eu une espèce de dévoiement. Ça ne les intéresse pas du tout, toute la partie géométrie théorique qui intéressait Monge. Qui intéressait Monge dans la géométrie descriptive. C'est pas cette partie-là qu'ils reprennent, mais par contre, ils reprennent tout ce qui est la base de la géométrie descriptive et les outils géométriques utilisés, les outils de rabattement, de changement de plan, tout ça, c'est des choses qu'ils font. Et puis, il y a quelques variations aussi qui sont assez intéressantes, d'ailleurs, qui sont des variations entre corporations. Parce que ça se fait chez les tailleurs de pierre et chez les charpentiers. Et il y a des traditions de charpentiers, il y a des tracés de charpentiers
qui sont, d'un certain point de vue, enfin, qui diffèrent sur certains points des tracés et des traditions de tailleurs de pierre. C'est une façon aussi de contourner la difficulté de la vision dans l'espace à travers la géométrie descriptive par l'application pratique de la taille de pierre, parce que ça permet aux apprentis tailleurs de pierre de mêler les deux, quoi, la vision abstraite et la vision réelle. Quoi. D'autres questions? Oui, non? Non? Questions? Donc on serait là alors? Ouais. Au moins que les étudiants veuillent voir l'intersection comme cylindre de la lunette bordeleuse. Je pense que l'intersection comme cylindre, je pense que les étudiants n'ont pas... Enfin, non, c'est pas ça comme ça en fait. Demande-leur, comme ouais. Si tu veux,